leur jeu, d'abord de façon très coordonnée face à la gravité de la crise d'octobre 2008. Effectivement, comme le disait le professeur, ils tout de suite ont injecté des liquidités parce que sinon on avait une forme d'arrêt cardiaque du système bancaire et monétaire mondial. Est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter à un moment ou à un autre? Alors justement, c'est là avant l'inflation galopante. Voilà, c'est là le point. Et là où nous sommes États-Unis et Europe, nous sommes l'un et l'autre les produits de notre histoire. En Europe, vous avez Ben Bernanke, aux États-Unis, vous avez Ben Bernanke qui est un spécialiste de la Grande Dépression et qui dit tout sauf ça. Et d'ailleurs, quand il a annoncé le Quantitative Easing 2 en août 2010, il a eu cette phrase guerrière « We'll do whatever it takes ». Parce que pour les Américains, tout sauf le spectre de la Grande Dépression qui était terrifiant. En Europe, nous disons, non pas exactement le contraire, mais presque. Les Allemands, d'une part, ils se souviennent de ce que signifiait l'inflation en 1920, ça leur a donné Hitler et le nazisme. Nous, les Français aussi, nous savons ce que nous connaissons, ça date d'il y a plus longtemps, ce moment où la monnaie ne signifie plus rien. C'était les assignats de la Révolution française. Et donc, dans nos gènes, nous disons attention, quand la monnaie perd toute signification, toute valeur, des choses très graves se produisent. Et cette dichotomie est en train, cette asymétrie est en train de se reproduire aujourd'hui. Et moi, je crois que nous avons une BCE qui fait exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est-à-dire après avoir sauvé, on organise non pas la rareté de l'argent, mais on redevient plus raisonnable. Les Américains continuent d'ouvrir les vannes. Le problème, c'est qu'ils continuent d'ouvrir les vannes sur un système bancaire qui n'a pas été réformé en profondeur. On disait tout à l'heure, le crédit est redevenu abondant et se loge très vite dans les activités de spéculation. Pourquoi? Ça, c'est un autre problème que j'aborde dans le livre « Quand le dollar nous tue », notamment parce qu'on n'a pas séparé les banques en deux. Est-ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a encore des crédits subprimes aux États-Unis pour, par exemple, vendre des voitures? Enfin, la place n'a pas du tout été nettoyée, le crédit n'est pas assaini. Absolument. C'est effectivement ni de près ni de loin. La dernière statistique, c'est en 2010. Il y a 1 million de voitures dans le marché américain, qui en compte 10, qui ont été vendues parce qu'il y avait des prêts subprimes derrière. Donc, les prêts subprimes sont revenus. On est en train de guérir le mal par... C'est un soutien à la croissance. C'est un soutien à la croissance, mais il y a quand même un moment où une dette, il faut la rembourser. 2, elle porte des intérêts qui deviennent de plus en plus élevés. Et 3, ou alors vous faites le choix de ne pas payer votre dette ou de la payer en monnaie de singe, c'est-à-dire en laissant filer l'inflation à toute vitesse. Et c'est, je crois, hélas, ce que sont en train d'accomplir les États-Unis. C'est le scénario que vous dessinez. Et du coup, ça fâche beaucoup les Chinois, parce qu'il faut se souvenir donc que ce sont les Chinois qui détiennent la plus grande partie de la dette publique américaine. Et ils ont joué pendant longtemps, vous ne me contredirez pas, André Cartapanis, à un petit jeu de je te tiens, tu me tiens par la barbichette, à savoir si tu cesses de soutenir mon endettement, disaient les États-Unis aux Chinois, tu ne pourras plus me vendre tes produits et donc ton commerce extérieur va dégringoler. Or, la Chine a annoncé fin avril, c'est pas vieux, c'est il y a 15 jours, que ses réserves de change accumulées grâce à ces excédents commerciaux dont je parlais venaient d'atteindre le montant archi-symbolique de 3 000 milliards de dollars. Or, les Chinois estiment que c'est trop risqué, puisque, comme on vient de le dire, le dollar est condamné à descendre, à chuter. Aussi, le gouverneur de la Banque centrale chinoise a expliqué il y a 15 jours que le pays entendait se défausser de 2 000 milliards de dollars sur les 3 000 qu'ils détiennent. Alors ma question, c'est après avoir acheté des mines en Australie, des ports en Europe, des entreprises en Europe et dans le monde entier, des terres agricoles en Afrique, en Amérique latine, etc., des stocks de matières premières stratégiques, ultra stratégiques, qui vont d'ailleurs beaucoup manquer à l'industrie européenne, qu'est-ce que les Chinois vont bien pouvoir acheter avec les 2 000 milliards de dollars dont ils entendent se débarrasser à partir de maintenant? Alors cette question des rapports entre la Chine et les États-Unis, d'abord, n'est pas nouvelle. Et n'est pas expressément lié à ce qui s'est passé depuis la crise. Car c'est depuis le début de la décennie 2000 que ces énormes déséquilibres entre la Chine et les États-Unis ont alimenté les acquisitions de réserves de la part de la Banque centrale chinoise et donc ont créé cet endettement américain dont vous venez de parler. Mais ça, c'est pas du tout lié à ce qui se passe en ce moment en référence à la politique de création monétaire des États-Unis. C'est lié au fait que nous avons là 2 économies caractérisée par une différence absolument considérable en termes de taux d'épargne. La Chine, globalement, en prenant en compte à la fois l'État, les ménages, les entreprises,
épargnent de l'ordre de 50% du PIB, légèrement moins aujourd'hui, alors que les États-Unis ont eu du côté des ménages des taux d'épargne négatifs. Et globalement, lorsqu'on intègre les entreprises et puis le trésor public, se trouve autour de taux d'épargne de l'ordre de 15 à 16%. Et donc, il n'est pas anormal dans ce contexte-là, même si c'est dangereux à terme, qu'il y ait des excédents du côté des Chinois et des déficits du côté des États-Unis, dès lors que les transferts d'épargne vont venir compenser. Et cela est une situation que les Chinois ne peuvent pas éviter, car ils n'ont pas un système financier à même de pouvoir absorber une telle masse d'épargne. Et donc, il est pour eux rationnel, dans la longue période, disons à horizon 2020-2030, d'accumuler des avoirs sur le reste du monde, compte tenu de ce qu'est leur taux d'épargne. Mais cela ne dépend pas de la politique monétaire américaine, c'est un autre phénomène qui s'est greffé sur une telle configuration. Mais alors justement, le développement du marché intérieur chinois qui va quand même changer la donne. Alors là, on parle à moyen terme, mais finalement une croissance qui va se faire aussi par la consommation. Là, ça va changer, ça va vraiment baisser le niveau de l'épargne en Chine et donc les avoirs chinois disponibles. Ça peut changer considérablement le paysage. Ah, tout à fait, mais ça serait plutôt une bonne nouvelle. Oui. Parce que d'une part, cela voudrait dire que les énormes excédents chinois vont se réduire. Deuxièmement, cela signifierait également que la croissance par le jeu du marché intérieur, mais qui ne pourra pas éviter également le développement des importations en provenance des pays développés, vont être à même de tirer la croissance des pays pour riches, pour l'instant. Et donc, ça irait plutôt dans le bon sens. N'oublions pas aussi un point qui est absolument dans le bon sens pour fondamental. qui? Parce que Dans le bon sens de l'ensemble de l'économie mondiale. Parce que cela voudrait dire que, d'une part, les pays européens, l'économie américaine, seraient alors à même de plus exporter vers la Chine. La Chine aurait un solde exportateur qui serait réduit. Et donc, ces énormes déséquilibres qui sécrètent l'endettement américain auraient alors tendance à se réduire. Mais je veux ajouter un point. N'oublions pas non plus que la Chine va être frappée à hauteur de 2040-2050 par un énorme problème démographique. Et que, notamment compte tenu de la diminution de la population, je dis bien diminution, il ne s'agit pas de parler de décélération, mais de diminution de la population, notamment de la population active, fait de ce pays une économie qui va avoir besoin des réserves qui ont été accumulées dans le reste du monde pour asseoir sa croissance économique. Mais enfin, André Kartapanis, si le dollar n'était pas menacé d'un effondrement de sa valeur, est-ce que les Chinois seraient incités à se défausser de 2000 sur les 3000 milliards de dollars qu'ils ont accumulés grâce à leurs excédents commerciaux? La perte de confiance face à une situation d'endettement des États-Unis qui semble être dorénavant hors de tout contrôle, qui ne peut plus être remboursé, en tous les cas c'est la thèse défendue par Édouard Tétrault dans son livre, incite évidemment les Chinois à s'en débarrasser au plus vite. Alors, premièrement, aujourd'hui, les Chinois ne se défaussent pas de leur épargne, ils s'enrichissent. Autrement dit, ils augmentent leurs avoirs nets sur le reste du monde, notamment sur les États-Unis. Et donc, ce n'est pas une façon de se débarrasser de leurs avoirs. Alors, évidemment, l'incertitude pèse sur la valeur exprimée en leur propre monnaie de ces avoirs qui ont été placés aux États-Unis. Mais d'une certaine manière, on peut dire qu'ils n'ont pas intérêt à se débarrasser de leurs avoirs. Parce que s'ils se débarrassaient de leurs avoirs libellés en dollars pour aller se reporter sur d'autres monnaies, ils provoqueraient inévitablement un effondrement de la valeur de la monnaie américaine et donc de la valeur de leur richesse exprimée en leur propre monnaie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne crois pas du tout à ce que bien souvent les Chinois mettent en avant quant à une réorientation de leur épargne externe. D'abord, on pourrait se demander vers où ils pourraient réallouer leurs avoirs pour l'instant libellés en dollars et aux États-Unis. En euros peut-être Le problème, c'est que jusqu'à présent, compte tenu de ce que sont les caractéristiques d'une monnaie internationale, l'euro ne présente pas les mêmes caractéristiques imposées par ce statut. À la fois sur le plan économique, au sens où les marchés financiers, les marchés de capitaux en Europe restent encore relativement balkanisés. Il y a des frontières qui caractérisent les bons du trésor allemand versus les bons du trésor grec, les bons du trésor allemand, français, etc. Alors qu'aux États-Unis, on a un marché qui est totalement unifié. Et donc, c'est un marché dont on dit qu'il est plus profond, qu'il est plus résilient, qu'il est plus efficace. Et c'est pour ça que les Chinois vont localiser leurs avoirs plutôt aux États-Unis qu'en Europe. Il y a une deuxième raison. C'est que le statut d'une monnaie internationale ne répond pas seulement à des attributs de caractère économique. Il y a également une dimension géopolitique
Et de ce point de vue, une monnaie internationale est toujours indissociable de l'exercice d'un impérium sur le plan économique et politique à l'échelle internationale, de stratégies affichées, de peser sur le plan mondial. Et de ce point de vue, il n'y a pas photo entre, d'un côté, la politique américaine qui assume un rôle planétaire, évidemment en matière militaire, évidemment en matière géopolitique, mais aussi en matière économique, et puis les atermoiements, les hésitations de l'Europe. Car on voit mal qui, par exemple, serait aux manettes. Serait-ce le président de la Fed? Serait-ce le président du Conseil, le Conseil ECOFIN, des ministres des Finances? Il y a une certaine désagrégation de ce que sont les véritables pouvoirs en matière économique externe en Europe, qui ne permettent pas de pouvoir jouer un rôle véritable en matière donc de politique monétaire externe. Et donc l'euro reste aujourd'hui une monnaie de second rang. L'euro a énormément progressé, mais doit peser dans les réserves autour de 33%. En termes de monnaie de transaction ou bien de monnaie sur les marchés financiers, on est toujours autour de 30%, quelquefois un peu plus, mais ça ne répond pas du tout à ce qu'est la fonction de monnaie internationale. Seuls les États-Unis aujourd'hui, de par leur poids, peuvent offrir une monnaie qui offre les garanties en question. Et on l'a vu dans l'histoire. La Grande-Bretagne a joué ce rôle pendant, grosso modo, la seconde moitié du XIXe siècle, à la fois un rôle d'impérium économique et politique, et la livre sterling, contrairement à l'or, on n'était pas vraiment un étalon or, mais un étalon sterling, a joué ce rôle. À partir de 1945, jusqu'en gros aux années 70-71, eh bien, on a eu le même type de rôle qui était joué à la fois par les États-Unis et par la monnaie américaine. Et aujourd'hui, eh bien, l'histoire hésite, parce qu'évidemment, il n'y a plus d'hégémonie absolue, mais il n'y a pas de substitut à l'heure actuelle au rôle de la monnaie américaine sur les marchés mondiaux, même pour la Chine, même pour la Russie, et donc pour l'ensemble des créanciers des États-Unis. André Kartapanis, je rappelle que vous êtes économiste, professeur à Sciences Po, président de l'Association française de sciences économiques. Et face à vous, pour ce débat, Édouard Tétrault, vous êtes le fondateur du cabinet de conseil Mediafin et vous venez de publier « Quand le dollar nous tue », c'est chez Grasset. La question de ce soir, donc les Américains exportent-ils leur inflation? Alors justement, Édouard Tétrault, André Kartapanis posaient la question finalement politique, la question symbolique, la force d'une économie. Ce ne sont pas seulement des avoirs, ce ne sont pas seulement des chiffres, c'est aussi la force du pays, y compris dans l'imaginaire, parce que ça compte énormément dans la finance. Alors sur ce point, et puis peut-être qu'on reviendra aussi sur la Chine et ce qu'on a dit de l'avenir éventuel de ce pays. Édouard Tétrault. Oui, absolument. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec l'essentiel de ce qui a été dit, mais à 2-3 nuances près tout de même. La première, oui, le dollar est la monnaie dominante. Il y a un impérium, pour reprendre les termes, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Et on citait l'exemple de la livre sterling, qui a dominé la deuxième partie du XIXe siècle, les 2 premières décennies du XXe siècle, et puis a chuté. Mais qu'est-ce qui pourrait se substituer à la force et aussi au pouvoir symbolique du billet vert? Alors, il y a plusieurs choses. On va parler de la Chine tout à l'heure. Mais mon livre s'appelle « Quand le dollar nous tue », mais mon site s'appelle états-unis-d'europe.com. Alors, vous voyez, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai sorti mon précédent livre, qui était justement mon carnet de voyage aux États-Unis, où je voyais justement la capacité de chute et de réinvention de la première puissance économique mondiale,